Bonjour René Friedman, vous êtes un pionnier de la mise au monde d'enfants dits médicaments en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un bébé médicament? Alors c'est une situation dans laquelle il y a un couple qui a un ou deux enfants atteints d'une maladie génétique, en particulier qui touche les globules rouges, et qui souhaiterait avoir bien sûr des enfants sains et guéris. Et pour cela, il faut faire une greffe de moelle, c'est-à-dire trouver des cellules qui vont donner les cellules sanguines et changer le système d'une greffe de moelle qui a été inventée, je dirais, dans les années 80-90, par une Française d'ailleurs, cette transfusion. Le seul problème, c'est que nous avons des groupes sanguins, certes, mais des groupes tissulaires. Et les groupes tissulaires ne sont pas toujours aussi simples dans la famille. C'est-à-dire, je veux dire par là, qu'un enfant qui a un certain groupe tissulaire n'a pas forcément des ascendants vivants, des ascendants présents, qui ont ce même groupe tissulaire, donc qui pourraient donner leur moelle. Donc, dans ces cas-là, on demande s'il y a des banques de sang du cordon qui ont été réalisées, de voir s'il n'y en a pas du sang qui est compatible pour qu'il n'y ait pas de rejet, parce que le problème, c'est que si on n'a pas le bon groupe, la transfusion va être rejetée. Or, encore une fois, cette transfusion, elle est nécessaire pour pouvoir exsanguinotransfusion pour pouvoir réaliser une guérison. S'il n'y a pas de guérison, c'est des transfusions qui se font tous les 10 jours pour ces enfants. Donc, l'idée, elle est venue que lorsqu'un couple qui a des enfants déjà atteints souhaite un autre enfant, il va y avoir parmi les embryons, si on fait une fécondation in vitro, ou successivement naturellement dans les ovulations, des embryons qui ont le groupe tissulaire et d'autres qui n'ont pas le groupe tissulaire, indépendamment de ce qu'ont les parents. Donc on s'est trouvé en face d'une famille qui avait déjà 2 enfants qui étaient atteints, qui avaient donc ces transfusions à réaliser une fois tous les 10 jours, et qui souhaitait un autre enfant. Et donc on lui a proposé une fécondation in vitro alors qu'elle pouvait concevoir naturellement, simplement dans le but de regarder les embryons et de mettre de côté ceux qui n'étaient pas compatibles en termes de groupe tissulaire, et ceux qui, évidemment, étaient sains, n'étaient pas porteurs de la maladie génétique, sinon ça ne sert à rien. Et lorsqu'on a trouvé un embryon qui est porteur sain, c'est-à-dire qui ne va pas développer la maladie génétique, mais qui a un groupe tissulaire compatible avec celui de son frère, alors c'est cet embryon-là que nous allons choisir, remettre par un transfert dans l'utérus de la femme, et elle va accoucher d'un enfant. Au moment de l'accouchement, on va prélever du sang du cordon de cet enfant-là, qui encore une fois n'a pas la maladie et est compatible, et c'est ce sang du cordon que l'on va transfuser à l'aîné qui est atteint. C'est ça la technique. Alors, ce qu'on a appelé le bébé du double espoir, c'est un espoir qui ne soit pas porteur de la maladie par le choix des embryons, et un double espoir parce qu'il est l'espoir qu'il puisse traiter et soigner son frère ou sa sœur atteint de cette même maladie. Donc c'est dans des cas particuliers où on a un arbre généalogique bien connu et génétique bien connu. Ce qui s'est passé, c'est que se sont développés de plus en plus des collectes du sang du cordon dans différentes maternités, et que donc il y a des banques européennes de sang du cordon qui fait qu'à peu près tous les groupes tissulaires sont présents, à peu près tous. Et donc la nécessité d'avoir recours à la conception d'un enfant et à le prélèvement de son sang du cordon est devenue un peu moins urgente, puisque en mettant tous les centres mondiaux de pairs, des échanges, on arrive à trouver le sang nécessaire à l'exogynotransfusion, sauf toujours quelques cas particuliers. C'est pour ça que personnellement, je suis pour la diminution de cette pratique, mais en même temps, je dirais pas pour son abolition, parce qu'il n'y a rien de dramatique, parce qu'il y a eu tout un tas de discussions en disant mais vous chosifiez l'enfant,
Mais vous savez, quand on fait la fécondation in vitro, on choisit toujours des embryons par rapport à l'autre. On ne met pas tous les yeux fermés. On essaye de voir ceux qui sont porteurs d'une maladie ou pas. Donc déjà en faisant ça, bien sûr qu'on sélectionne, bien sûr qu'on choisit. Et là, le problème, c'est qu'on va non seulement donner la vie à un enfant sain, mais il va peut-être, c'est pas gagné, il va peut-être sauver l'état de santé de son frère ou de sa sœur. Alors après on a dit oui, mais celui qui va bénéficier, il va devoir toute sa vie quelque chose. Et de toute façon, quand un enfant naît et qu'il apprend que son frère est décédé parce qu'il n'y avait personne pour donner du sang adéquat, ça ne le met pas à l'aise non plus. Donc de toute façon, on est tous, caractérisés par une situation familiale, nationale et autres, et du temps. Naître au Moyen-Âge ou naître là, c'est pas la même chose. Et donc voilà, c'est pour ça qu'au début, je me disais, oui, est-ce que vraiment on fait un pas vers le choix un peu eugénique d'un embryon fabriqué pour sauver son frère? Mais en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que quand une femme veut un enfant, et d'ailleurs le meilleur exemple, c'est que ce couple-là, qui a eu un enfant, un premier enfant qui a permis le transfert, a eu une deuxième fécondation in vitro parce que la petite sœur n'était pas compatible, donc il voulait un autre transfusion. Et les embryons qu'on a obtenus n'étaient pas atteints de la maladie, ce qui était déjà bien, mais n'étaient pas compatibles. Et elle a quand même voulu les porter. Et d'ailleurs, en l'occurrence, elle a fait des jumeaux. Donc d'enfants qui étaient sains, qui n'avaient pas la maladie, mais qui n'a pas permis de guérir sa sœur. Donc vous voyez, c'est tous ces facteurs qui font que ce qui compte pour une femme, on ne fabrique pas un enfant. On désire un enfant qui ne soit pas atteint, qui ne soit pas malade. Et si dans son développement, sans autre changement, il peut aider quelqu'un d'autre de la fratrie, c'est comme tous les dons, hein, les dons de sang, les dons de rein, les dons intrafamiliales. C'est une démarche, je dirais, qui là est volontaire, bien sûr. Là, qui n'est pas volontaire puisqu'il n'a pas la parole, mais qui peut très bien s'expliquer et être soutenu et être entouré. Y a-t-il eu beaucoup de ce type de bébés dits médicaments sauveurs? Non, il n'y a pas beaucoup, parce que ce sont des situations qui sont... Alors, dans certains pays, oui, en Turquie ou en Guadeloupe, parce que ça dépend de quelle maladie on parle. Il y a des maladies qui sont plus fréquentes. Mais d'une façon générale, ce n'est pas un problème majeur. Merci René Friedman. Merci. Bonjour Stéphanie Thomas. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous avez réalisé une enquête sur les bébés médicaments, l'enfant du double espoir, qui a été diffusée sur France 5. Pouvez-vous nous raconter la raison pour laquelle vous avez fait ce reportage? Parce que c'est une très très belle histoire et qu'à l'époque en France, c'était interdit encore de pratiquer le double des pays. Et il se trouve que par le plus grand des hasards, Charlotte et Olivier, donc les parents de Marceau et de César, enfin plutôt d'abord de César, parce qu'il y a eu ensuite Marceau, étaient des amis et voisins de mon producteur. Donc c'est comme ça que j'ai eu vent de cette histoire et on s'est dit que c'était une très belle histoire à raconter. Il y avait un petit côté aussi une forme d'urgence parce que parallèlement à ça, en France, on discutait des lois de bioéthique et la possibilité de faire changer les choses. La France, ils n'étaient pas totalement d'accord pour donner cette autorisation du double DPI à l'époque. Donc, pour moi, c'était important de raconter cette histoire parce qu'il y avait la vie d'un enfant qui était en jeu. Et on a eu beaucoup de chance parce que France Télé a débloqué très vite les fonds pour qu'on puisse suivre cette histoire parce que Charlotte était enceinte à ce moment-là. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement cette histoire? Oui, alors l'histoire, Charlotte et Olivier sont des jeunes parents, ils ont déjà un plus grand fils, enfin qui à l'époque haut comme trois pommes. Et puis ils ont un petit César qui va très bien, mais à 2 ans qui tombe malade. Il a une bronchiolite, enfin. Et c'est à cette occasion qu'ils découvrent en fait que leur fils a une maladie grave et incurable
Je vous passe les détails de comment ils ont découvert ça parce que ça a été un petit peu long et éprouvant pour les parents. Une maladie donc grave et incurable qui s'appelle la maladie de Fanconi, qui est une maladie de la dégénérescence des plaquettes. Et je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas vous Oui. raconter cette histoire-là, mais il y a très très peu d'espoir de survie. La seule possibilité, c'est de faire une greffe de moelle osseuse. Mais une chance sur 1 million de trouver un donneur compatible. Donc là se pose la question de savoir que faire, comment faire pour sauver cet enfant, parce que à très court terme, il va mourir. Et puis, ils entendent parler du double dépistage préimplantatoire, diagnostic préimplantatoire. Ils décident de se renseigner auprès de leur généticien à Paris, qui dit bah oui, mais nous, on pratique plus ça parce que il y a eu des histoires tristes et qui font qu'on ne pratique plus ça. Mais je vous conseille éventuellement d'aller en Belgique pour voir si vous pourriez effectivement fabriquer, j'aime pas cette expression-là, mais un enfant sauveur et pas un bébé médicament, parce qu'en français, c'est très vilain et c'est pas du tout un bébé médicament. C'est très malheureux de dire bébé médicament parce que c'est tout sauf ça. Donc voilà, donc Charlotte et Olivier sont partis à Bruxelles et puis ils ont fait un bébé éprouvette et voilà Marceau qui était en route. Et moi j'ai suivi la naissance de Marceau, la greffe de César et le fait que César finalement s'en sorte à la fin, l'histoire finit bien. C'est une belle histoire. Oui. Est-ce que vous avez gardé un contact avec cette famille? Oui, j'ai gardé un contact avec Charlotte, Olivier, enfin toute la petite famille. Je prends des nouvelles régulièrement. Donc, Marceau, le bébé médicament, à 5 ans aujourd'hui, il pète la forme, il rentre au CP. César, lui, qui est l'enfant qui était malade, n'a plus qu'un contrôle par an, alors qu'il en avait toutes les 4 matins à l'époque. Il va hyper bien, il adore la gym, il est très très fort en gym, il va très bien, il marche très bien à l'école, il a plein de copains, et je touche du bois, mais ça va. Tout va bien. Oui. Est-ce que Marceau sait qu'il a été conçu en quelque sorte pour sauver son frère? Alors il a 5 ans, comme dit Charlotte, c'est un enfant, c'est des petits frères qui se... Alors il y a le grand aussi, hein, quand même, faut pas l'oublier, mais ce sont des frères qui se castagnent, qui se chicanent, qui se rabibochent, qui sont dans un rapport de fratrie et pas du tout dans cette histoire d'enfant sauveur. De toute façon, l'histoire est tellement documentée que le jour où il faudra le raconter ou lui expliquer pourquoi, Marceau le saura très, très vite. Et tout le monde le sait de toute façon. Et vous pensez que c'est important de le savoir, que c'est un droit pour l'enfant? Bah oui, enfin, c'est important de savoir comment on a été conçu et dans quel objectif. C'est super de venir en aide d'une certaine manière à son frère ou à sa sœur. Est-ce que vous avez suivi une autre famille? Ah oui, alors qui j'ai a suivi connu une ce autre famille bébé? en Angleterre qui était quelques stades plus loin. C'est-à-dire que les enfants étaient ados et l'enfant sauveur était parfaitement au courant qu'il avait sauvé son grand frère Charlie. Même au point que quand Charlie a fait une rechute à l'époque, son frère Jamie est venu en aide en lui disant « Mais je suis là pour ça, tu es mon frère, je ne te laisserai pas mourir alors que j'ai tout pour te sauver. Donc fais une ponction, faites une ponction pour pouvoir te sauver. Moi, ça me fera juste un petit bobo dans le dos, mais si toi, ça sauve ta vie, je suis là pour ça. » Et à l'époque, Charlie ne voulait pas. Il avait 15 ans, il était un peu tête de mule. Il ne voulait plus du tout impliquer son frère dans ces histoires de santé. Et puis finalement, ça s'est fait comme ça, il l'a refait. Et Charlie va très bien, il s'est marié récemment. Jamie est à l'université, il va super bien. Et ses enfants parlent évidemment régulièrement de ce qui s'est passé. Comme ils sont plus grands, Jamie, il joue là-dessus. C'est-à-dire qu'il dit souvent à son frère, écoute, tu me dois bien ça, tu vas aller me chercher en boîte de nuit,
à 4 heures du mat parce que je t'ai sauvé la vie, donc s'il te plaît, tu vas faire le lift. Enfin bref, apparemment, ils en jouent beaucoup dans cette famille et c'est très sain. Donc il y a un vécu différent en Belgique et en France. Alors maintenant, en France, on a le droit de procéder à des doubles DPI. Et donc ça veut dire vérifier que l'enfant à venir n'est pas malade et en plus est compatible avec le frère ou la sœur malade. Mais je ne suis pas docteur. Merci pour votre témoignage. Je vous en prie. Faire un enfant pour augmenter les chances que le grand frère ou la grande sœur ou le futur grand frère ou la future grande sœur puisse avoir un donneur de moelle osseuse en fait pour ce cas de transplantation où il faut tellement d'histocompatibilité, c'est quelque chose qui a toujours été possible en tirant le dé que la nature nous donne. La possibilité de faire en plus une sélection par diagnostic préimplantatoire, donc d'augmenter les chances en faveur de pouvoir avoir un donneur, c'est quelque chose qui suscite toutes sortes de fantasmes. D'abord parce qu'on s'imagine qu'on ne doit pas avoir une raison aussi, j'ai envie de dire opportuniste, d'avoir un enfant. Je le dis comme ça parce que c'est comme ça que les personnes qui sont critiques de cette approche se l'imaginent. Mais en fait, quand on réfléchit à pourquoi on fait des enfants, on le fait en fait assez rarement par la pure réjouissance de rencontrer une nouvelle personne. En général, on a d'autres raisons en plus de faire un enfant. Et ces raisons, eh bien, elles ne sont pas toujours même aussi honorables que vouloir sauver la vie du grand frère ou de la grande sœur. On fait un enfant pour perpétuer son nom, pour fonder une famille, pour remplir une certaine norme sociale, pour devenir parent, donc changer sa propre identité. Il y a toutes sortes de raisons. Je ne veux pas critiquer ces raisons ici, juste souligner le fait qu'on autorise les gens à avoir des raisons pour avoir des enfants autres que la pure curiosité de rencontrer une nouvelle personne. Curiosité de rencontrer une nouvelle personne qui d'ailleurs n'est pas exclue dans les situations où on fait un enfant dans une situation où celui qui est déjà là a besoin d'une donneuse ou d'un donneur. Il y a d'autres fantasmes qui flottent autour de ces situations également. L'idée que le petit frère ou la petite sœur serait quelque part pas un enfant comme les autres aux yeux de ses parents, mais une sorte de banque d'organes utilisable à merci, qu'il n'aurait pas une identité propre, qu'on l'aimerait pas de la même façon. Ce fantasme-là, il ne survit pas vraiment à l'examen de la réalité des familles qui sont ainsi constituées, parce qu'évidemment, ça crève les yeux que ces enfants, les parents les aiment comme les autres, que c'est des enfants, qu'ils ont une heure où il faut se coucher, qu'on va leur lire une histoire le soir, que finalement, c'est des familles très normales, au fond. En Suisse, cette technique est interdite. Et c'est assez clair que l'interdiction était largement due à ces fantasmes, en fait, sur la réalité des familles qui seraient ainsi nées. Il faut dire aussi qu'au moment où la discussion a eu lieu, il y avait assez peu de recul. Il y avait des cas qui avaient déjà eu lieu, mais pas énormément. C'était difficile d'affirmer tout ce que je viens d'affirmer sur la réalité de ces situations avec des chiffres assez petits. Maintenant qu'on a le recul, peut-être que la discussion en irait autrement si on rediscutait de cela. Il reste néanmoins deux autres enjeux importants à avoir en tête. Le premier, c'est que dès lors qu'il y a sélection d'embryons, on peut craindre qu'il y ait également eugénisme, parce qu'une partie de l'eugénisme est la sélection, justement. Ici, je pense qu'on peut vraiment mettre ce souci de côté, puisque une partie vraiment fondamentale dans la définition de l'eugénisme est l'idée qu'il y aurait une tentative de faire s'approcher les générations futures d'une idée de ce qu'il est bien d'être génétiquement. En d'autres termes, il y a une idée qu'on est conscient de ce que veut dire le bien, qu'on a raison. C'est évidemment très critiquable, tout ça, c'est des composants de l'eugénisme. Mais ici, dans le cas d'une sélection sur la base de l'histocompatibilité HLA pour pouvoir être le donneur de cette personne-là, le paramètre il va changer à chaque cas individuel. Il n'y a pas une normalisation vers un typage HLA particulier, parce que justement, c'est parce que c'est la chose la plus individuelle qui soit qu'on a besoin quelque part d'avoir recours à cette technique, car sans cela, on pourrait aller chercher un donneur comme on va chercher un donneur pour le rein, le foie, parmi des personnes déjà nées où la probabilité d'être compatible est beaucoup plus élevée parce que justement, c'est moins individuel. Mais peut-être que derrière la crainte que révèlent ces fantasmes, il y a un autre enjeu
qu'on doit regarder avec soin également, qui est, au fond, ce n'est pas tellement comment ces enfants naissent qui devrait être sous le feu des projecteurs, mais qu'est-ce qu'on a le droit de faire à un frère ou une sœur pour sauver la vie du frère ou de la sœur? Parce qu'après tout, il y a également des personnes qui ont déjà une famille avec une personne compatible au moment de la découverte de l'indication thérapeutique. À ce moment-là, c'est la même question qui se pose, mais après la naissance, est-ce qu'on a le droit de prélever un enfant encore incapable de discernement qui ne peut pas s'autodéterminer de la moelle osseuse pour sauver le frère ou la sœur? Là, il y a eu des discussions extrêmement intéressantes et également des décisions de justice dont les conclusions ont été que, en fait, oui, pour 2 raisons vraiment très importantes et qui permettent de rassurer sur d'autres chapitres qui sont les chapitres qui inquiètent les gens, on va dire. Premièrement, c'est admissible parce que la moelle osseuse se régénère complètement. Ce n'est pas comme prendre un organe. Une fois qu'on a enlevé de la moelle osseuse, eh bien, elle se refabrique. En fait, elle se refabrique de toute façon, qu'on l'enlève ou non. Donc, ce qu'on va imposer à cet enfant, ce n'est pas l'ablation d'un organe ou même d'une partie d'organe, c'est les effets indésirables qui suivent. On a comme un état grippal pendant un jour ou 2, on a de la fièvre, on a mal aux os, un petit peu vraiment comme la grippe. Ça, c'est quelque chose qui est un fardeau pour cet enfant. Mais ce n'est pas un fardeau qui a des séquelles définitives, comme ce serait le cas si on lui enlevait un rein, par exemple. Et puis, par ailleurs, c'est aussi dans l'intérêt de cet enfant de ne pas devoir vivre le deuil de son grand frère ou de sa grande sœur. Et donc, ce n'est pas uniquement pour le frère ou la sœur que la procédure est réalisée, c'est aussi pour cet enfant lui-même, dont la biographie sera marquée de manière toute autre s'il devait avoir perdu en bas âge un membre de sa fratrie et continuer son développement dans une famille lourdement endeuillée. Donc on estime que c'est aussi dans son intérêt. Mais évidemment, le fait que l'organe est renouvelable est fondamental parce que ça protège l'enfant, qu'il soit déjà né ou pas au moment où on fait le raisonnement, hein, ça protège l'enfant contre cette crainte qu'il devienne une sorte de réceptacle d'organes et pas sa propre personne. Parce qu'évidemment, il est sa propre personne. Ça doit être évident pour tout le monde.